Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Un centre de formation à l'odorologie canine existe enfin à Tahiti, un lieu plein de promesses pour la recherche des stupéfiants, voire même la détection des tumeurs du sein. Le pays veut une tarification d'électricité unique pour les usagers de Tahiti et des îles grâce à un fonds de solidarité financé par une taxe imposée aux usagers. Ce projet de loi permettra-t-il réellement une tarification unique pour tous? C'est ce que nous verrons avec Ayata Tarhau. Bonsoir, à tout à l'heure. Un projet de loi contesté par les Tavana des îles éloignées, Williamson Rofo-Ore, maire de Maupiti, sera avec nous en direct. Il redoute une hausse trop brutale du coût de l'électricité pour sa population. À tout à l'heure. Et puis des formations gratuites au permis de conduire pour les stagiaires du centre de formation professionnelle des adultes. 150 stagiaires en bénéficient sous condition. C'est à voir dans un instant. Enfin, pour terminer, à Haïfenoa nous emmène à Takapoto où Jean-Claude Taoua et son épouse continuent la production de perles de culture avec ferveur. C'est à découvrir dans votre rubrique à Haïfenoa. L'odorologie canine enfin à Tahiti. Regardez ce chiffre, 250 millions, c'est le nombre de cellules olfactives qui permet aux chiens de distinguer parmi des milliers d'odeurs les tumeurs à l'origine du cancer du sein par exemple, ou encore les stupéfiants. K9 Pacific forme des bergers allemands, des bergers malinois à détecter tout cela, le tout par imprégnation. Tout ceci est à l'étude et les perspectives sont prometteuses. Stéphane Ratino et Patita Savia. Pipas pourrait peut-être devenir à terme la meilleure amie des dames du Fénois. L'hypersensibilité de son museau et la précision de son flair permettent, par sa position assise, de localiser un filtre imbibé par l'odeur d'une tumeur cancéreuse. Pour l'instant, nous en sommes à l'heure des tests, mais la logistique d'une éventuelle application a déjà été pensée. Sous la forme d'un kit avec 2 filtres, au-dessus des seins pendant 8 heures, l'imprégnation de la tumeur serait suffisante pour que le chien la découvre, une solution pour les femmes des archipels. Beaucoup d'études sont en cours. On est sur des résultats de 88% avec un chien. On estime avec 2 chiens monter à 92% de réussite. C'est l'espoir de tout le monde d'augmenter encore ses capacités. Les premières études venant de l'étranger laissent entendre aussi qu'on peut découvrir le cancer avant qu'il ne se manifeste. Alors certains pays mettent quelques années avant l'apparition. Nous resterons modestes en disant que 2 à 3 mois avant l'apparition à la mammographie, effectivement, le chien est capable de détecter les premiers symptômes de cette tumeur. Par le jeu des odeurs. Par le jeu des odeurs. En fait, les possibilités sont nombreuses et pour la première fois, l'offre de formation en odorologie canine est complète au Fénois. Daniel est un formateur reconnu internationalement. Il a éduqué les chiens à travers le monde. La sensibilité olfactive de l'animal est 50 fois supérieure à celle de l'homme. En plus, il distingue parfaitement chaque odeur. Ainsi, par le système de l'imprégnation, nul besoin de déplacer le chien. Le chien n'a plus qu'à sentir le filtre pour détecter des produits stupéfiants. C'est une technique tout à fait particulière parce qu'on travaille que des chiens à l'initiative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre, on ne conduit pas le chien, on n'amène pas le chien à prendre des décisions, on trouve qu'il prend ses décisions et on le récompense sur les décisions prises. Est-ce que ça offre plus de facilité, notamment pour les métiers de la sécurité, ce style de technique? Cette technique-là, elle permet surtout d'avoir aujourd'hui, sur le mur, vous avez 5 conteneurs. 5 conteneurs d'un volume pour des 20 pieds, hein, on est sur des 33 mètres cubes à peu près. Donc on arrive à analyser en quelques secondes plus de 150 mètres cubes. Cette entreprise a seulement 3 mois d'existence. Elle a fait découvrir aujourd'hui son savoir-faire aux décideurs. Si l'autorité scientifique lui accordait son label, elle serait une plus-value, notamment pour la prévention des cancers. Un 2e chien va bientôt être formé à cette noble tâche. Et à noter que tous les chiens que nous venons de voir ne sont pas importés. Ils sont nés de lignée made in Fénois. Je vous le disais en titre, la production d'électricité qui, vous le savez, coûte plus cher aux abonnés des îles, jusqu'à 22 francs de différence entre Tahiti et certaines d'entre elles. Le pays veut une tarification uniformisée pour tous les usagers de DTNJ et cela passera par un projet de fonds de solidarité financé par une taxe imposée aux usagers. Le gouvernement met en avant la solidarité, mais les Tavana voient rouge. Selon eux, cette taxe risque d'être trop coûteuse pour leur population. Ayata Tarhau, vous êtes avec nous. Ce projet de loi permettra-t-il réellement une tarification unique pour tous ?
Eh bien, c'est le but recherché car effectivement, selon les communes ou selon les îles, eh bien, le tarif de l'électricité n'est pas le même. Pour preuve, voici quelques exemples. Voici une facture d'électricité d'un habitant de FAA. Eh bien, à FAA, le prix du kilowattheure est de 14,25 francs quand il est un peu plus cher, notamment à Punaouia. Vous allez le voir, voici une facture. Donc, c'est 9 francs de différence entre deux communes voisines. Pourtant, eh bien, c'est 6 francs moins cher à Puka Puka. Sur cette petite île de 160 habitants, eh bien, le prix unitaire est fixé à 17 francs le kilowattheure. Et donc, ce projet de loi viendrait alors fixer un tarif unique pour tous et il est revu à la hausse. Selon les premières estimations, il serait fixé à 35 francs le kilowattheure. Chiquita. Et c'est là où ça coince. Évidemment, puisque quand on parle d'augmentation, il y a bien sûr des désaccords. Car au-delà de ce tarif qui a été revu à la hausse, vous l'avez dit, il y aura aussi une taxe qui sera instaurée pour financer le fonds de péréquation pour l'électricité. Ce fonds sera financé donc par une taxe entre 1 et 2 francs par usager. Cette taxe viendrait donc financer le fonds de péréquation et ce fonds de péréquation viendrait aider les petits réseaux électriques, c'est-à-dire les communes qui ont décidé et qui aujourd'hui gèrent la production et la distribution d'électricité dans leur commune, car il faut savoir aussi que grâce à des subventions dont bénéficient les communes, eh bien, elles peuvent proposer un tarif relativement bas, comme c'est le cas à Puka Puka. Les maires demandent donc la contribution de l'État. Oui, c'est la fameuse CSPE pour charge de service public de l'électricité. C'est un mécanisme de solidarité nationale qui viendrait prendre en charge une partie des surcoûts engendrés par les obligations imposées par la loi. Et grâce à cette CSPE, eh bien, on pourrait proposer des tarifs d'électricité relativement bas. Il a baissé, les tarifs de l'électricité ont baissé de 13% à Wallis qui a bénéficié de la CSPE. La question aujourd'hui, eh bien, pourquoi Wallis et pourquoi pas ici? Eh bien, c'est l'éternel problème du partage des compétences. Au Fénois, le pays est compétent en matière d'énergie, ce qui est le cas également à Wallis. Et donc, visiblement, il y a des explications que l'on ne saurait trouver. Quoi qu'il en soit, l'instauration de la CSPE en Polynésie comme en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, devait être précisée dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte votée en 2014. Aujourd'hui, cela fait donc 7 ans que nous attendons qu'un protocole soit établi entre la France et la Polynésie. Tatar, merci beaucoup pour cet éclairage. Et je vous le disais tantôt, les maires des Tuamotu, des Marquises et des Raromatei ne sont pas du tout d'accord avec ce projet de loi. Et depuis 14 heures, justement, ils sont à la présidence. Nous allons rejoindre maintenant le maire de Maupiti, Wellington Rofo Ore. Bonsoir, Tavana. Pourquoi étiez-vous opposé au projet ? Et bonsoir à tout le monde avant tous. Effectivement, nous avons été convoqués, nous les maires concernés, par cette augmentation tarifaire ce matin lors d'une réunion au SPC. Et à la suite de cette réunion-là, on a évoqué le fait que augmenter subitement le kilowatt supporté par chaque administré, chaque abonné n'était pas la bienvenue. Et donc nous avons décidé effectivement ce matin d'avoir une voix commune pour porter devant le président du pays et le ministre de l'énergie que nous avons rencontré cet après-midi. La réunion a été très constructive. Donc l'idée c'est de ne pas augmenter subitement, donner aux abonnés encore une charge supplémentaire pour payer un petit peu plus encore le kilowatt qu'ils payent déjà assez cher aujourd'hui. Donc vous voyez que nous étions sur la même longueur d'onde, nous les Tavana, mais une discussion a été très constructive avec le pays. Et donc ça a été décidé que cette semaine, pas plus tard que vendredi, une autre réunion va se dérouler entre les techniciens, d'un côté le pays, d'un côté les communes, pour essayer de trouver encore une solution pour ne pas que les abonnés de nos communes puissent encore supporter davantage le prix de kilowatt. Alors on a parlé de des augmentations de 27 à 57%, ça vous a fait peur ?
C'est pas le Tavana qui a peur, ce sont surtout les abonnés qui vont avoir peur, parce que c'est eux qui vont mettre la main à la poche pour compléter, pour encore payer davantage de ce qu'on leur demande déjà aujourd'hui. Donc n'oublions pas quand même que nous sommes quand même encore dans une période de crise économique, vous comprenez ce que je veux dire par là, et donc c'est difficile à faire comprendre à nos administrés ce que le pays souhaiterait mettre à l'ordre du jour le 3 juin prochain, c'est demain, et donc c'est pour ça que nous avons décidé, le président a décidé et le ministre que cette semaine, une rencontre supplémentaire pourra y avoir à nouveau pour en discuter encore au sujet de la tarification unique que nous voulons tous. Vous allez demander en tout cas à baisser les tarifs? Baisser, en tout cas, pas augmenter subitement, ça c'est clair. Donc nous avons eu des été réponses, tous... Est-ce que vous avez des réponses pour l'aide de l'État? Oui, la réponse... non, ça c'est le président. Par contre, le président a bien soulevé ce sujet-là. Il a demandé au ministre des Outre-mer d'aider. Il faut aider le pays, je comprends. Et il faudrait que l'État aide le pays davantage parce que le pays ne pourra pas aussi supporter tout seul les frais pour l'augmentation des tarifs demandés aux communes. Merci beaucoup, Tavana Wolinson-Nrofouri, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, et puis notez que ce projet de loi de pays devrait être adopté avant le mois de juin. Le pays qui a aussi prévu des formations gratuites au permis de conduire pour les stagiaires du Centre de formation professionnelle des adultes. Vous le savez, le permis coûte très cher, minimum 80 000 francs pour le code et 10 cours de conduite. Alors, pour les 150 stagiaires sur les 800 qui peuvent y prétendre, c'est une aubaine. Les précisions de Nicolas Suire et Sandroli. Ensuite, il va falloir accentuer donc, les contrôles, tout ce qui est analyse autour de toi. L'observation, c'est l'anticipation. La formation au permis de conduire gratuite pour certains stagiaires du Centre de formation professionnelle des adultes, c'est depuis le mois d'avril. Une véritable plus-value pour les diplômés du centre. Bon, c'est un bonus, c'est une nouveauté aussi dans le centre de formation au CFP. Très utile, voire indispensable. Sans le permis de conduire, difficile d'accéder à un emploi pour les nouveaux diplômés. Donc, par exemple, si à 9h30, parce que si je me gare là, qu'il n'y a pas de panneau. Ça m'allait bien pour chacun d'entre nous parce que c'est pas tout le monde qui a le permis. Et c'est une vraie force pour toi? Oui, ce permis-là va m'aider pour venir au travail, pour se déplacer. Il pourrait s'agir de concurrence déloyale si la formation financée par le pays était ouverte à tous. Mais seuls les stagiaires du centre peuvent en bénéficier. Et encore, pas les 800 stagiaires. Il n'y a pas concurrence puisque au vu du volume de stagiaires, de candidats que l'on reçoit par an, le volume de stagiaires qui sort et ce que l'on forme, puisque nous ne sommes en capacité que de fournir 150 permis de conduire par an. Tout le temps. Les candidats du CFPA qui ratent l'examen doivent ensuite passer par une auto-école. Du coup, la formation du CFPA n'est plus considérée comme déloyale par les auto-écoles. Attention. À partir du moment où ça reste au sein de leur structure, il n'y a aucun souci pour les auto-écoles. Après, ils font le même examen que nous, le même code, les mêmes examinateurs. Donc, on est vraiment sur un plan d'égalité au niveau de l'examen. Donc, c'est pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Désormais, avec cette formation au permis de conduire, le CFPA espère que le taux d'insertion de ses stagiaires passe de 60% aujourd'hui à 100% très bientôt. Et à terme, le directeur du CFPA souhaite que tous les stagiaires du centre puissent accéder à la formation au permis de conduire. Et notez en bref que demain, Jean-François, plus connu sous le nom de Jeff Benhamza, président de l'Association tahitienne des professionnels de l'audiovisuel, a été élu fraîchement nouveau président du conseil d'administration de la CPS. Il sera l'invité café de votre matinale radio demain. Et puis, l'ultime adieu à Esther Tefana, c'était à 11h ce matin au cimetière de l'Uranie. La diva de la chanson polynésienne était entourée de sa famille et de ses amis artistes. Pétio, John Gabilou, Patrick Noble gardent le souvenir d'une dame au grand cœur. Ensemble, ils ont entonné des chants populaires pour accompagner Esther Tefana dans sa dernière demeure. Brigitte Olivier et Hubert Niao. Esther Tefana part vers l'après, le cercueil couvert de paillettes et les plus beaux chants de son répertoire l'accompagnent, interprétés par des amis musiciens. Elle laisse des souvenirs impérissables à ses proches. Avec Manuel Terey, elle a sillonné l'Europe pour vanter les charmes de la Polynésie. C'était une personne authentique, c'était la vraie Polynésienne. Elle était toujours habillée avec sa jolie robe moumou
son chapeau ou alors sa couronne. Mais c'est surtout qu'elle avait son ukulélé avec elle. Donc elle a parlé de Tahiti en chantant. Les artistes racontent leurs anecdotes. Ils évoquent une femme exigeante, mais qui était aussi une bonne vivante. À chaque fois qu'elle allait en spectacle avec Abilou, il fallait toujours qu'ils boivent eux deux un verre. C'est pas parce qu'ils ont peur, non, c'était comme si c'était une bringue et non pas un spectacle. Donc il fallait toujours leur verre à eux deux et après, elle montait sur scène. Si tu n'atteins pas la perfection, c'est même pas la peine d'aller discuter avec elle, musique, machin. Par contre, à côté, une femme qui a un cœur sur la main. Quand elle peut donner quelque chose, elle donne. Tout ce qu'elle peut donner, elle a toujours été comme ça. Mais le témoignage le plus bouleversant est sans doute celui de son fils. Eimata est resté jusqu'au bout au chevet d'Esther. Il lui est décerné le diplôme de la meilleure maman, la meilleure super maman du monde. Donc, elle vient de rentrer dans sa dernière avec le diplôme en gestion. Je pense que ça répond à la question. La meilleure maman, elle était très attentionnée. Elle faisait vraiment la part des choses entre sa passion pour la musique, son métier pour le tourisme et puis la famille. La famille passait toujours avant tout. Ce soir, Esther Tefana est partie pour de bon. Il nous restera à tous d'inoubliables mélodies à fredonner et le souvenir d'une dame si en paix avec elle-même et le reste du monde que ses funérailles ne pouvaient être qu'à son image, joyeuse et colorée. Et puis, nous venons aussi d'apprendre le décès de l'une de nos collaboratrices, Martine Van Leuven, ancienne script de Polynésie la Première. Nous adressons par la même occasion toutes nos condoléances à sa famille et son fils, David Meitei, ainsi qu'à sa petite famille, Vaituitu. Également dans l'actualité, un anniversaire, celui des 30 ans du collège de Tiperui, un collège qui rassemble plus de 900 élèves. Un anniversaire célébré en présence de la ministre Christelle Lehartel. L'occasion pour les élèves de présenter leurs travaux, des travaux orientés vers les diverses formations possibles sur place. Les invités ont même eu droit à une petite prestation. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Éducation suivie de la directrice au micro de Hiro Peruroto. C'est un établissement scolaire qui est très demandé parce qu'il est placé en plein centre-ville. Pour les parents qui travaillent, ça peut vraiment les aider. Mais je n'ai pas de problème particulier avec ce collège. C'est un collège résolument tourné vers le passé, vers son histoire, l'histoire de la Polynésie, la culture, mais aussi sur l'avenir, avec des problématiques de développement durable, de labellisation collège numérique, pour préparer les futurs citoyens de demain. Autre anniversaire en préparation, celui du lycée d'Uturua à Ayatea, qui fête demain ses 60 ans d'existence. Les élèves et le personnel s'activent à la décoration puisque plusieurs personnalités seront conviées à partir de demain à Ayatea pour 4 jours de festivités. Les anciens élèves sont aussi invités, tout un programme détaillé par Florence Meyer, proviseure du lycée au micro de Hitimanaki. Il y a effectivement tout un travail sur l'histoire du lycée, les archives, de retrouvailles aussi des anciens élèves. Et puis il y a un travail, comme je le disais, qui consiste à se projeter à partir du numérique sur peut-être ce que serait le lycée un peu idéal, qui considérerait aussi l'environnement dans tout son ensemble, voir comment nous pouvons toujours améliorer. Et évidemment, la finalité de tout cela, c'est de faire travailler nos élèves autour de la recherche, mais aussi pour favoriser la réussite. Un mot de culture, direction pour cela Mangariva, où le Heiva mangarivien Ngorongoro Tumunui réveille les ancêtres après 2 longues années de sommeil. Les sons si particuliers des punus, les fameuses boîtes de concert qui servent d'instruments de percussion, résonnent à nouveau. Et cela grâce à Dani Paheo, chef de la troupe de danse de l'île et fervent défenseur de la culture. Il a rassemblé ses danseurs, danseuses et musiciens depuis une semaine, non sans difficulté. Il le dit à Heifara Schwartz. C'est une façon aussi pour nous de se remettre dans le bain, parce qu'on prépare un voyage sur Hawaï. Alors on espère que les gens reviennent à la danse. J'espère qu'en entendant le pono, le son du pono, ça va leur donner envie de venir, que ce soit les jeunes ou moins jeunes. Alors, j'attends tous les anciens danseurs avec qui j'ai pu partager la danse qui reviennent. Pour cette année, j'ai pris le thème de Toa Tetua. Et bien sûr, c'est une discorde entre la tribu de Taku et la tribu de Taravai.
Et dans cette légende, il dit bien que depuis le kidnapping de la princesse de travail, son frère Tematani a voulu la venger parce qu'ils ont tué cette princesse et l'ont mangée. Voilà une histoire très originale. Et pour clore ce journal, on vous invite à Takapoto. Le lagon de l'atoll a été pendant fort longtemps exploité par les perliculteurs, asphyxiés par la surexploitation. Les investisseurs sont partis, mais les petits producteurs sont restés. Nous avons suivi Jean-Claude, pour qui la culture de la nacre est inscrite dans son ADN. Rencontre avec un amoureux de la perle avec Puno Atoti. Tous les matins, Jean-Claude prend son bateau et part à quelques encablures seulement de sa femme perlière pour récupérer sa production de nacre. Avant de plonger, Jean-Claude veille à la bonne sécurité à bord. Un rituel qui se répète depuis 30 ans. Lorsque son fils est absent, Jean-Claude plonge seul les nacres. Il utilise donc plusieurs crochets pour poser les chapelets. Après quelques minutes à l'eau, Jean-Claude remonte tous les crochets. Un travail difficile qui demande de la force. Mais pour ce perliculteur, rien n'est difficile au Tuamtu lorsque la mer te donne tout. Oui, si tu veux, comme c'est notre activité principale se trouve sur l'eau, où nous faisons, si nous faisons de la graine, nous faisons de la graine. Si on arrive en période de récolte, on arrive en période de récolte, voilà. Si on est dans des périodes de nettoyage, c'est ce que nous faisons. Mais la plupart de l'activité, le stockage, tout se trouve sur l'eau. 6h30, tous les crochets sont à bord du bateau. Jean-Claude lâche les amarres, démarre le moteur et rentre en direction de la femme perlière. À l'arrivée, Ngaroro, sa femme, l'attend pour débarquer toutes les nacres récoltées. Au total, 19 crochets sont déchargés du bateau. Jean-Claude se découpe toujours une noix de coco, puis retire la nasse à poisson et remercie la nature pour tous ses bienfaits. En cette saison, Ngaroro passe à la récolte des perles. Une récolte qui a commencé début mai, de futurs bijoux made in Takapoto. Authenticité, c'est le maître mot de Jean-Claude. Ils ont décidé de vivre à deux sur ces bouts de terre et de sable, loin de tout, comme leurs parents jadis. Là, c'est sur ces belles images que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Un centre de formation à l'odorologie canine ouvre ses portes à Tahiti, un lieu plein de promesses pour la recherche des stupéfiants, voire même la détection des tumeurs du sein. À la une de votre dépêche de demain, le quotidien titre « La fraude fiscale dans le viseur du pays ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h vos infos radio. Restez avec nous à suivre Sapuso Finnois, 19h40 Patitifa, consacré à l'exil des Wallisiens et Futuniens. 20h30 Profilage. Belle nuit sur la première. On se quitte sur Takapoto et Takaroa, vu par Puno Atoti. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet